Ici Satou. Même si je planifie tout parfaitement, il y a toujours des imprévus ou des retards qui s'accumulent, me rendant souvent extrêmement occupée. Malgré tout, si je m'en tiens à une liste de priorités, tout s'arrange généralement tout seul. Réveille-toi, c'est le matin. Je me suis assise sur un lit à baldaquin et j'ai parlé à une personne très spéciale. J'adorais son apparence lorsqu'elle était éveillée, son sourire était éclatant comme le soleil, mais j'aimais aussi son expression innocente lorsqu'elle dormait. Satou. Elle a légèrement ouvert les yeux pour me regarder, son sourire s'épanouissant comme une fleur. C'était une beauté délicate, à un jet de pétales colorés éparpillés dans la pièce. J'avais envie de céder à mes sentiments et de la plaquer sur le lit, mais j'avais un peu peur de la servante Lua, qui me regardait derrière moi, alors j'ai ajouté une tonne de points à ma statistique MND et j'ai continué à me comporter en gentleman. Bonjour, Madame Haas. Bonjour, Satou. Surprise, Madame Haas ouvrit brusquement les yeux. Elle cacha son visage derrière sa couverture, ne laissant apparaître que ses yeux. M'as-tu vu dormir? Oui, c'était adorable, répondis-je avec sérieux, ce qui fit virer le visage de Madame Haas au rouge vermillon. Cela la rendit encore plus adorable. Madame Haas, les lutins responsables de votre garde-robe sont arrivés. Si vous pensez que vous allez être un peu plus longue, puis-je les laisser attendre dehors? La servante, Madame Lua, affichait une expression amère en parlant. C'est bon, ils n'ont pas besoin d'attendre. Laissez-les entrer. Compris, vous pouvez entrer maintenant. Plusieurs esprits de la maison se précipitèrent par la porte. Ils ressemblaient tous à des jeunes filles. Tout le monde me regarda, choqué, puis ils éclatèrent de rire, comme des collégiennes se racontant des histoires d'amour à cœur ouvert. Bon, les filles, concentrons-nous sur le travail. Madame Lua frappa dans ses mains tandis que les esprits se mettaient énergiquement à brosser les cheveux de Madame Haas, ôtant son fin déshabillé en soie de fée. Je sentis mon regard attiré par les épaules blanches comme la porcelaine de Madame Haas, mais je m'interdisais de regarder en détournant le regard. J'avais oublié que les elfes et les demi-elfes n'étaient pas très regardants sur l'exposition de leur corps nu. J'ai prévenu Madame Haas et sa servante, Madame Lua, que j'attendrais dans la pièce voisine. Les fleurs dans le couloir dégageaient un doux parfum qui aida à purifier mon esprit malicieux. J'ai décidé d'emporter avec moi, dans ma tombe, la scène des épaules blanches de Madame Haas que j'avais remémorée. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris de petit déjeuner ensemble? Je savourais un somptueux repas elfique qui aurait même transformé un repas royal à la cour impériale en une affaire fade, avec Madame Haas, qui était de bonne humeur. Bien que chaque plat fût parfait, j'avais l'impression que cela était dû en grande partie au fait que je le savourais avec Madame Haas. Alors, où êtes-vous en ce moment? Aux dernières nouvelles, vous visitiez les nations des mers intérieures. Je me suis perdu dans les mouvements raffinés de Madame Haas, oubliant presque de savourer le repas. Nous sommes actuellement au labyrinthe des bois, sur le continent sud-ouest. Entraînement pour Mia et les autres? Oui, ils y sont en ce moment, faisant de leur mieux pour y rester seuls. S'ils sont assez forts pour faire ça, ce n'est pas déjà suffisant? Demanda Madame Haas. Elle arrêta de bouger sa fourchette et pencha la tête, confuse. C'était une expression rare, mais adorable. On dirait qu'ils ne se sentaient pas assez forts quand nous avons combattu à Parion et au royaume de Pialorc. Je n'ai pas mentionné que nous avions combattu un seigneur démon et les discordants. Cela n'aurait fait qu'inquiéter Madame Haas. Ah bon? Quand j'ai vu Mia, elle a balayé le niveau du regard pour affronter un démon de haut niveau. Je pense toujours que c'est trop difficile pour elle. Même si je pensais qu'elle pourrait en affronter un sans mourir s'il prévoyait d'en affronter un sans perdre personne, ils auraient alors été au niveau 60 avant cela, même si cela dépendait de l'ennemi. Si nous voulions être totalement en sécurité, le niveau 80 aurait été idéal. Ouf, c'était délicieux. Satou, on prend un dessert sur une branche de l'arbre-monde? Ça a l'air délicieux. Allons-y. J'ai remercié les lutins d'avoir tout préparé en attrapant le panier de fruits que Madame Haas essayait de ramasser, et à la place, je lui ai pris la main et l'ai escorté jusqu'à notre destination. Quel endroit luxueux pour un dessert, une branche de l'arbre-monde. Tu crois? Il y a beaucoup de mana qui circule ici, alors c'est agréable. Regarde, même les petits esprits s'amusent. Lorsque j'ai activé ma vision spirituelle, j'ai pu voir des taches lumineuses colorées et duveteuses, semblables à des graines de pissenlit, voler autour de Madame Haas, entourée d'une aura dorée. J'ai savouré la vue en utilisant le sort de magie pratique multi-outils pour couper les fruits en tranches. Voilà, Madame Haas. J'ai utilisé la fourchette multi-outils et planté un morceau de fruit dans le fruit avant de l'offrir à Madame Haas. Elle a semblé un peu gênée, mais a ensuite grignoté le fruit avec un sourire qui m'a presque fait fondre. J'avais prévu de lui passer la fourchette, mais c'était mignon, et bien mieux. Nous avons passé une agréable matinée ensemble sans que Madame Lua ne nous regarde comme un merlion la bouche pleine de sel. J'aurais aimé rester ici quelques jours de plus, mais j'avais beaucoup d'endroits à visiter, alors j'ai donné des souvenirs de la cité fortifiée d'Arcacia et j'ai pris congé.
Il semblait que le brocoli ait rencontré un franc succès auprès des elfes. Bonjour, monsieur Satou. Je quittai la forêt de Bolénan et me rendis sur l'île du Paradis, située dans les mers du Sud. Rei, sous sa forme adulte, me serra dans ses bras. D'habitude, elle prenait la forme d'une jeune fille pour préserver son énergie magique, ce fut donc une surprise. Bonjour, maître Satou. Sa sœur cadette, Yuneya, semblait un peu fatiguée. Son grand bâillement ne me dérangea pas, mais son pyjama était grand ouvert, alors je le lui ai rapidement réparé à l'aide de la main magique. Bonjour, Rei, Yuneya. Je leur rendis leur salut et leur offris les souvenirs, comme le brocoli géant et les petits objets de la cité fortifiée d'Arcacia. Rei était strictement interdite de miasme, alors je pris soin de purifier soigneusement les objets avant de les lui remettre. Nous avons préparé le petit déjeuner. Mangeons ensemble. Merci, je serais ravie de me joindre à vous. J'avais déjà beaucoup mangé dans la forêt de Bolénan, mais impossible de refuser une telle invitation, accompagnée d'un beau sourire. Je suis allé savourer un copieux petit déjeuner composé de spécialités du Sud, ainsi que leurs 2 sourires. Monsieur Satou, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors que nous savourions une tasse de thé, Rei me tendit une petite liasse de papier attachée par une ficelle. Mon regard fut attiré par le texte en haut du papier, à propos de la réduction de la protection lumière céleste. Quelque chose que j'avais autrefois cru impossible. Rei, de quoi s'agit-il? Ai-je lâché sans prévenir, l'air très excité. J'ai besoin d'un certain joyau, alors je ne suis pas sûr d'y arriver. Dit Rei en jouant nerveusement avec ses mains. Le joyau en question était une pierre divine venue des dieux. Parmi les 8 sortes de pierres, j'en possédais déjà 2. Je les avais reçues des déesses Carion et Urion pour avoir vaincu les discordantes. Pour les utiliser à leur juste valeur, il fallait les 8, mais 1 ou 2 suffisaient à générer assez d'énergie pour une seule voiture, ce qui permettait de les utiliser à diverses fins. Apparemment, elles consommaient beaucoup de puissance magique, alors je me demandais s'il serait difficile d'intégrer de l'équipement en or sans agrandir le fourneau de pierre de l'arbre sacré. Est-ce que cela vous aiderait, monsieur Satou? Oui, ça vous aiderait beaucoup. Ça vous aiderait beaucoup. Merci, Rei. Je la serrai dans mes bras et me mis à tourner sur place en dansant. Grâce à cela, je pourrais peut-être intégrer la fonction château, une version améliorée de la fonction forteresse pour une défense renforcée, qui auparavant ne pouvait pas être réduite depuis la version cuirassée à une armure dorée. En fait, je pourrais même la rendre encore plus efficace que la version cuirassée. J'en ai discuté avec Rei et Satsuko sur l'île paradisiaque avant de leur dire au revoir à contre-cœur avant de partir pour le royaume de Shiga. Sœur Kuro, bon retour. Lorsque je me suis présentée au bureau principal d'Eshigoya, la direction de l'entreprise m'a immédiatement trouvée et m'a réservé un accueil très tapageur. Il semblait qu'ils avaient modifié la disposition des pièces, elles semblaient plus larges et davantage de personnes travaillaient pour la direction. J'avais entendu dire qu'un homme avait été promu à un poste de direction, mais il ne semblait pas travailler ici. La dynamique directrice blonde, Eleuthérina, et sa secrétaire, la docile beauté aux cheveux argentés, Tifalisa, apparurent du bureau adjacent. Monsieur Kuro, bon retour. Les regarder tous les deux était comme contempler un magnifique tableau. Cependant, ils n'étaient pas là uniquement pour leur beauté. C'étaient 2 personnalités influentes qui avaient élevé la compagnie Eshigoya au rang des plus puissantes sociétés commerciales du royaume de Shiga. Tenez-moi au courant des dernières nouvelles, dis-je, devenant le personnage cool de Kuro. En réalité, je voulais rentrer vite chez moi et travailler au développement de la fonction château pour les armures dorées, mais je ne pouvais pas. En tant qu'adulte fonctionnel, je devais d'abord terminer mon travail avant de m'adonner à mes loisirs. J'ai balayé ma réticence et me suis tourné vers les directeurs. Nous avons augmenté le nombre de managers. Pour être honnête, ce sont encore des novices, mais nous espérons les avoir comme managers à part entière d'ici 6 mois environ. Les managers m'ont ensuite présenté les recrues. Il y avait beaucoup de femmes talentueuses, diplômées de la Royal Academy et d'écoles classiques, mais peu de commerçantes autodidactes ou d'universitaires issus d'écoles prestigieuses. De ce fait, j'ai eu l'impression que l'âge moyen des managers avait augmenté d'environ 20%. Avec la croissance continue de l'entreprise pour générer des profits, nous prévoyons d'augmenter le nombre de managers en formation. Je vois. Avez-vous tout le nécessaire pour la formation? Avec une croissance rapide, la formation des employés peut parfois prendre du retard. Tout va bien de ce côté-là. Nous formons les stagiaires en management selon les procédures pédagogiques du conseiller Tachibana. Certains sont issus de la noblesse, mais nous gérons cela en les affectant à des succursales dans différentes régions ou en les utilisant pour de nouveaux projets de développement, alors soyez rassurés. Le conseiller Tachibana semblait participer au programme éducatif mis en place par Arisa. La conversation sur la gestion terminée, Tifalisa s'est présentée. La flotte de 13 navires marchands, menée par le capitaine Louclar, a appareillé comme prévu du port de Tartumina, direction le Saint-Royaume de Parion.
Tifalisa affichait une expression fière sur son beau visage glacé. L'accord commercial entre le cardinal d'Obunaf et Satou avait été confié à la compagnie commerciale d'Eshigoya. J'ai utilisé Retour pour amener la lampe de feu de Parion et le prêtre, tous deux nécessaires au commerce, du Saint-Royaume de Parion à Tartumina. Cependant, il semble qu'environ 5 navires marchands appartenant à des nobles et à des compagnies commerciales, ayant eu vent des rumeurs, aient décidé de nous suivre. Ça vous va? Nos navires sont protégés des monstres par la lampe de feu de Parion. Cependant, j'imagine qu'ils visent probablement les restes. Même s'ils attaquent notre navire principal, ils ne feront pas beaucoup de dégâts. Ils agissent très probablement en étant conscients des risques encourus, donc je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Le directeur et Tifalisa parlèrent avec assurance. Ils dirent en substance que nous n'avions pas à plaindre ceux qui nous abusaient. Le directeur de l'immigration prit ensuite la parole. Concernant l'immigration dans le comté de Muno, grâce aux négociations du magistrat Lotel avec le duc Hugoche et le gouvernement royal, nous avons obtenu l'autorisation d'utiliser la route de l'Est et un grand dirigeable à des fins d'immigration. Oh, c'est précieux. La route de l'Est est une route établie qui relie la capitale royale, la capitale ducale et le territoire du marquis Ganica, tandis que la route du Nord est une nouvelle route reliant le territoire du comte Seriou à la capitale royale. En contrepartie, il semble que le deuxième petit dirigeable, initialement prévu pour être livré au gouvernement royal, sera désormais loué en priorité au territoire du comte Seriou plutôt qu'à celui du comte Muno. Le membre de la direction me raconta tous les détails. Tout prenait sens maintenant. Même si je ne comprenais pas ce qu'Hikaru voulait dire, j'ai compris pourquoi les projets de retour de Madame Zena avaient été annulés par les plans d'immigration. J'avais l'impression que nous avions tout gâché. Après cela, j'ai écouté le rapport sur la capitale royale, les villes environnantes et leurs entreprises respectives. Outre le programme d'aide sociale, plusieurs autres départements fonctionnaient à perte, mais comme leur objectif était d'investir et de soutenir la recherche, ce n'était pas un problème. De plus, les autres étaient rentables. Après avoir discuté des affaires internes, nous sommes passés aux affaires internationales. Nous avons reçu quelques rapports et demandes de Mérina, qui est basée dans la branche de la province de Parion. Des demandes? Oui, elle souhaite embaucher du personnel supplémentaire, et il semble qu'il souhaite ajouter l'artisanat traditionnel des hommes des sables aux articles échangés avec le royaume de Shiga. J'approuve. Ce n'est pas grave si elle ne parvient pas à faire de profit au début. J'ai ensuite parcouru le rapport de Mérina. Les marchandises que j'avais transportées là-bas avaient toutes été vendues, et il semblait qu'elle avait réalisé des profits substantiels et établi des liens avec les nations des mers intérieures. Mérina était talentueuse et fiable. Elle a également demandé à avoir quelques navires de proximité pour permettre des échanges directs avec les nations des mers intérieures. Cela nous mettrait en concurrence avec le cardinal d'Obunaf. N'est-ce pas un peu prématuré? Je pensais la même chose. Même si cela ne me dérangeait pas, je pensais qu'il valait mieux que chacun profite des profits dès le début. Il semble que l'approvisionnement en moutons et chèvres demandé par le vicomte Pendragon, ainsi que l'expédition vers le royaume de Cuvork, ait été menée à bien. La responsable, Costona, prévoit de parcourir les petits pays centraux pour établir des succursales de la compagnie commerciale d'Eshigoya dans les principales villes de chaque nation. Ne prévoit-il pas de faire une pause? Les longs voyages d'affaires étaient un moyen infaillible d'accumuler du stress. Ils veulent que ce soit ainsi. Ils éviteront le royaume dangereux de Yawork, alors ne vous inquiétez pas. D'accord. J'avais l'impression que les femmes travaillant pour la compagnie commerciale d'Eshigoya étaient toutes des accros au travail. Luna a demandé à voyager dans le duché de Vistal. Cependant, ils sont actuellement en rébellion, et la situation semble dangereuse là-bas, nous avons donc refusé. Parmi tous les chevaliers et soldats participant à la rébellion, certains deviendraient bientôt des vagabonds. C'est tout pour les rapports internationaux? Non, il y en a un de plus. Nous avons dépêché l'équipe commerciale avancée dont nous avons parlé plus tôt. J'avais oublié. Nous avions prévu de mener des recherches préliminaires avant d'établir des branches dans l'est du royaume de Siruga et dans le royaume de Makiwa, ainsi que dans le nord du royaume de Kazo et dans l'empire de Saga. Tout va bien avec les convois? Oui, nous avons pu engager plusieurs explorateurs en Mithril, donc tant que nous ne rencontrons ni dragons ni démons, tout devrait bien se passer. J'aurais préféré qu'elle ne lance pas de tels signaux d'alarme. Une fois les discussions commerciales terminées, nous sommes passés à la recherche. Comment vont les chercheurs? Ai-je demandé, curieux de connaître les études plutôt atypiques auxquelles ils participaient. Parmi eux figurait M. Jopantel, le professeur d'outils de transformation devenu mécène de cet art à Kalizork. Ils se portent tous bien. Un nouvel atelier a été établi près de celui du docteur Jahado, où tout le monde mène des recherches. Aoi assure la liaison, et il semble que les échanges avec le docteur Jahado soient animés. Tifalisa ajouta quelques détails au rapport. Quant au nouveau dirigeable ultra rapide du docteur Jahado, équipé d'un moteur aérodynamique,
Il a atteint une portance et une vitesse de vol 3 fois supérieures à celle des modèles conventionnels, mais la puissance des réacteurs magiques traditionnels est insuffisante, ce qui empêche son utilisation pratique. Très bien, j'irai plus tard. Comme d'habitude, le docteur Jahado poursuivait ses modifications radicales. Je décidai de passer le voir en passant par l'usine et le magasin principal. Autre chose, Ryuona, des 8 épéistes de Shiga, nous rend visite régulièrement. Le directeur affichait une expression légèrement troublée. Les 8 épéistes de Shiga sont-ils si paresseux? Ces derniers temps, en tant que fournisseur officiel des 8 épéistes de Shiga, nos armes et armures se vendent bien. Le responsable des armes et armures ajouta cela avec un sourire narquois. Je pensais qu'il était inutile de m'impliquer si les Shiga 8 contribuaient aux bonnes ventes. Après tout, rien d'urgent. Je complimentais Nell, Larousse, et les autres employés de la boutique principale, écoutant les inquiétudes et les préoccupations de Paulina concernant l'usine en pleine expansion, tout en l'encourageant. J'observais le fonctionnement de l'usine. Puis j'observais l'entraînement au combat réaliste mené par l'escouade de Sumina de la division sécurité, puis me dirigeais vers le quartier animé des ateliers. Alors qu'ils auraient dû être occupés par leur travail, pour une raison inconnue, le responsable et Tifalisa m'accompagnaient partout. Pourquoi le nouveau système de propulsion s'est-il arrêté à mi-chemin? Comme je vous l'ai dit, il faut plus de puissance. Aoi, un jeune japonais qui ressemblait davantage à une belle jeune fille, était en plein débat avec les professeurs. Aoi, pourquoi ne pas mettre en œuvre les réacteurs magiques jumeaux que j'ai imaginés? N'ont-ils pas tous les deux échoué en même temps, provoquant une explosion massive? Devrais-je simplement le démonter et le remonter de zéro? Vous, les professeurs, vous ne voulez que démonter des trucs. Et si on ajustait la structure du dirigeable pour qu'elle se transforme en fonction de sa vitesse? Rejeté. Ne venais-je pas de dire qu'on n'avait pas le pouvoir magique pour ce genre de transformation? On aurait dit qu'Aoi jouait à la fois le rôle de l'avocat du diable et celui de modérateur du débat. Il s'agissait simplement d'un groupe de docteurs étranges, comme le docteur Jahado, le fanatique de la rotation, le docteur Jopantel, le professeur de transformation, et 2 autres professeurs obsédés par les explosions et le démontage, qui partageaient tous leurs opinions. Le nouveau type de dirigeable placé près d'eux avait été librement modifié avec des mécanismes de transformation supplémentaires et un blindage spécialement traité. Ah, Sir Kuro. Aoi me remarqua et me fit un grand signe de la main. Maître Kuro, pourriez-vous me donner des coques et des réacteurs magiques de rechange? Tout le monde s'est laissé emporter par les modifications, et c'est difficile de maîtriser le système. Bien sûr, j'en ai des de rechange, alors utilisez-les comme bon vous semble. Après ma promesse, ils m'ont fait des démonstrations des améliorations magiques qu'ils avaient apportées. Elles étaient toutes intéressantes, mais parmi elles, le siège éjectable automatique, développé conjointement par le docteur Jopantel, surnommé le docteur transformateur, et le docteur Kyber, surnommé le docteur malhabile, était particulièrement intéressant. Le mécanisme consistait à attacher automatiquement la ceinture de sécurité, immobilisant l'occupant au siège, tandis qu'une coque protectrice se déployait autour du siège et l'éjectait. Est-ce réalisable? Pas encore. Nous n'avons réussi qu'à éjecter le siège pour l'instant. Le mannequin d'essai était en ruine lors de nos essais. L'équipement automatique était une bonne idée. Je pouvais changer d'apparence grâce à un sort de changement rapide. Cependant, les membres de mon groupe mettaient du temps à s'équiper en cas d'urgence. Rien à voir avec ce qu'on voit dans les animés du dimanche matin, où l'on équipe son armure grâce à un mot de commande spécial. Les 2 professeurs m'ont expliqué tous les tenants et aboutissants du siège éjectable automatique, me permettant de mieux comprendre son fonctionnement et les matériaux utilisés. Pour les remercier de l'information, je leur ai offert un parachute que j'avais fabriqué il y a quelque temps. Waouh, c'est Sœur Kuro. Une petite fille m'a serré dans ses bras et m'a salué d'un ton enjoué. C'était la fille de Sekiro, Luna. Le fait qu'elle soit encore en tenue de voyage suggérait qu'elles étaient venues me voir dès leur retour à la capitale. Luna, ne sois pas si irrespectueuse envers Sœur Kuro. Elles ont raison. Lâche-moi, Luna. Le directeur s'est exprimé, paniqué. Tifalisa lui a lancé un regard glacial, capable de se figer au-dessus d'un feu de camp, forçant Luna à lâcher prise. Hein? Je ne savais pas si j'imaginais quelque chose, mais il y avait d'autres professeurs. Luna, qui est-ce? C'est un chercheur en pierre flottante. Je l'ai recruté. Il travaillait comme chercheur dans l'Empire des Sagas. Cependant, il n'avait reçu aucun financement pour ses recherches et avait du mal à trouver du matériel. Il est donc parti et a commencé à travailler avec nous. Des pierres flottantes? Oui, vous savez, celles qui flottent dans le ciel? Je me souvenais les avoir vues dans la forêt de Bolénan. J'avais un souvenir précis de les avoir vues flottant près d'une cascade alors que je m'entraînais à utiliser ma vision spirituelle. Luna, s'il te plaît, sois plus polie avec Sœur Kuro. Oui, j'ai oublié. Bref, c'est intéressant, Sœur Kuro.
J'ai supposé qu'elle faisait référence aux pierres flottantes. Votre langage ne me dérange pas. J'ai une idée d'où trouver des pierres flottantes, alors je mettrai bientôt la main dessus. Il y avait plein de pierres flottantes, alors j'étais sûre que les Bolénans accepteraient d'en partager avec moi. Cela m'a aussi donné une autre excuse pour être avec Madame Haas, et ça a fonctionné. Vraiment, j'ai entendu dire que les pierres flottantes étaient une ressource rare qu'on ne trouvait que dans le nid d'un poisson monstre géant au nord de l'Empire Saga, a répondu le chercheur. Il y a un poisson monstre géant là-bas? Bonne information. Il nous restait environ 64 morceaux de viande de baleine, donc je n'avais pas vraiment besoin de faire de provisions. Avez-vous trouvé ce qui fait flotter les pierres flottantes? Je crois que c'est lié aux petits fragments de pierres sombres qui se trouvent en leur centre, mais je n'ai pas assez d'échantillons pour vraiment faire des recherches. Le chercheur n'avait pas d'échantillons réels à étudier, alors je lui ai partagé quelques pierres sombres. Sur le terrain vague du quartier des ateliers, j'ai placé 3 coques de rechange pour petits dirigeables, ainsi que quelques réacteurs à mana de différentes tailles. Les réacteurs à mana étaient ceux que j'avais récupérés dans les mers du Sud ou pris à des pirates. Ils sont peut-être assez puissants s'ils sont aussi gros, ai-je proposé. On ne peut pas mettre quelque chose d'aussi lourd dessus, a raillé l'un des chercheurs. Alors, il semblerait qu'il vous faille un puissant réacteur magique pour le système de propulsion. Je suis presque sûre qu'ils en parlaient juste avant. Tu veux essayer d'utiliser ça? Qu'est-ce que c'est? Une pièce bleue. Un philosophium de l'Empire Flux. Je n'aurais jamais cru en voir un de mes propres yeux. Tous les autres professeurs se sont rassemblés autour du docteur Jahado tandis qu'il soulevait le philosophium. J'aurais préféré le placer dans le fourneau de pierre de l'arbre sacré, mais j'ai pensé que cela aiderait les chercheurs dans leurs recherches et leurs inventions, alors j'ai pensé que c'était la meilleure solution. Cela a irrité tous les chercheurs, et ils se sont replongés tête baissée dans leurs recherches. Je suis retournée au magasin principal d'Eshigoya avec Luna. Le déjeuner, qui devait aussi célébrer le retour de Luna et des autres, est devenu si populaire que les rues étaient bondées, rendant le passage difficile. Si Tifalisa n'avait pas anticipé la situation et prévenu les postes de garde et les habitants du quartier à l'avance, la situation aurait pu mal tourner. On aurait été obligé de trouver une secrétaire plus compétente. Une fois mes tâches à Eshigoya terminées, je suis allée retrouver Hikaru. Il était en milieu d'après-midi, alors j'ai trouvé Hikaru en train de balayer devant un dortoir près de l'Académie royale. Toujours pareil, hein, Hikaru? Ne pouvant pas me présenter en Kuro, je me suis postée devant Hikaru, déguisée en désordre, avec juste une fausse moustache à pince. Hein, Ichiru? Ichiru, Ichiru. Hikaru a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Déconcertée, j'ai accepté l'accolade d'Hikaru, mais j'ai réalisé que j'avais commis une terrible erreur. Désolé, Hikaru. C'est moi, Satu. Je ne suis pas Ichiru Suzuki. C'est juste un drôle de déguisement. J'ai enlevé ma fausse moustache, révélant que je n'étais pas l'Ichiru Suzuki qu'Hikaru souhaitait tant rencontrer. Hein? Impossible. Hikaru était au bord des larmes. Je l'ai serré dans mes bras. Si je devais me déguiser, j'aurais dû choisir un meilleur déguisement. Je n'avais pas remarqué que son Ichiru avait une moustache. Méchant repéré. Comment oses-tu faire pleurer le directeur? J'ai entendu des voix d'enfants derrière moi, suivies d'un coup de pied dans les fesses. J'ai supposé que c'était à cause de ma vie élevée, mais les enfants qui m'ont donné le coup ont fini par tomber. Ils découvriraient bientôt que j'étais Satu si cela continuait, alors je me suis couvert le visage avec un masque. Éloignez-vous de Madame Hikaru. Les enfants gardaient leur distance en m'entourant. Je reconnaissais leur visage. C'étaient les enfants transférés de l'orphelinat privé de Selivra, la cité labyrinthe, à l'Académie royale pour jeunes enfants. J'ai vu le visage de Daigo, que j'avais sauvé et secouru à Parion. Maintenant que j'y pense, la fille accroupie à mes pieds était Shinatsu, une réincarneuse qui, comme Daigo, avait perdu sa compétence unique. La dernière fois que je l'avais rencontrée, elle était plutôt faible. L'élixir de faible puissance et les capacités d'infirmière de Shizuka avaient dû faire effet, car elle semblait en bien meilleure santé. Un soulagement. Tout va bien, tout le monde. Je vais bien. Hikaru essuya ses larmes et se força à sourire pour calmer les autres enfants. Les autres enfants semblaient comprendre qu'elle faisait semblant, mais ils feignirent l'ignorance en écoutant son ordre de retourner au dortoir. Un peu gêné, je quittai le dortoir et pris un autre déguisement, Akindo, le commerçant de Pendragon. Puis je retournai au dortoir. Monsieur Akindo, je ne suis jamais venu ici. Quel souvenir avez-vous pour moi aujourd'hui? Sucré? Salé? Tous les enfants se rassemblèrent autour de moi. C'était la première fois que Daigo et Shinatsu voyaient Akindo, alors ils demandaient aux autres enfants qui j'étais. Je distribuais des souvenirs aux enfants, puis je me rendis dans le bureau du directeur, où se trouvait Hikaru. Désolé de m'être énervé tout à l'heure, dit Hikaru. Ce n'est rien, c'est moi qui devrais m'excuser. J'aurais dû faire preuve de plus de tact. Tu ne voulais rien de mal, n'est-ce pas? C'était un déguisement si évident que j'ai bien vu que c'était toi. Non, je suis vraiment désolé. Il n'y a pas d'autre solution.
En vérité, j'avais fait pleurer Hikaru, alors j'ai continué à m'excuser. Ce n'est rien. La déesse Parion m'a déjà assuré que je pourrais rencontrer mon Ichiru un jour, alors, on en reste là. Hikaru frappa la table du poing, changeant de sujet de force. J'ai décidé qu'il valait mieux ne plus en parler. Bref, Seth a reçu des lettres officielles de l'Empire Saga et de Parion. Seth était le surnom qu'Hikaru donnait au roi de Shiga. Des lettres officielles, de ces deux royaumes. Laisse-moi deviner, parlait-elle de ma victoire sur le Seigneur Démon? Bingo, ils ont dit, la naissance d'une légende, un héros et deux autres ont vaincu le Seigneur Démon. C'est la nouvelle au Palais Royal. Vraiment? Ils ont parlé de deux personnes, mais les partisans d'Ayato, les chevaliers noirs et les utilisateurs de l'épée sacrée étaient également présents. Oui, le rapport officiel dit remercier le groupe d'un héros pour son aide, mais il semble que la fille du duc, Ringrande, qui servait comme servante, ait envoyé une lettre détaillant les exploits d'Ichiru, et l'information s'est répandue parmi la noblesse du territoire du duc Ugosh. Que manigance dame Ringrande au juste? Hikaru m'a donné plus d'informations. Les gloutons Marquis Lloyd et comte Owen se promenaient avec enthousiasme pour répandre la nouvelle. Connaissant ces deux-là, leurs actions étaient probablement motivées par de bonnes intentions, mais on ne sait jamais. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien dit sur ta présence en Arcacia. Seth et les autres ont envoyé une convocation pour Satu aux ambassadeurs des pays occidentaux. La décision de se rendre au labyrinthe forestier était effectivement un coup de chance, car une fois la convocation reçue, il n'y aurait eu aucun moyen d'éviter le retour au royaume de Shiga. En attendant, pour l'instant, j'enverrai un rapport sans controverse au Premier ministre et au comte Muno. Je décidai d'envoyer des lettres à deux autres personnes, Dame Selivra, l'épouse du seigneur de la cité labyrinthe Selivra, et la comtesse Emma Lytton, une figure importante de la société de la capitale royale, qui exerçait une influence considérable. Je pouvais leur demander de m'aider à étouffer les rumeurs. Heureusement, j'avais de nombreux accessoires et œuvres d'art des régions occidentales qui leur plairaient, j'avais donc de quoi leur offrir. Ça me rappelle que j'ai vu Daigo et Shinatsu ici. Ils viennent à l'école depuis environ 3 jours, juste pour essayer. Shizuka a dit qu'elle voulait que les enfants aillent à l'école, et Daigo et Shinatsu semblaient tous deux intéressés. Intéressant. Tu leur as posé des questions sur leur vie antérieure? Daigo était à peu près au lycée. Shinatsu était en fin d'école primaire. C'est une drôle de façon de dire. C'est parce qu'ils avaient du mal à se souvenir. D'après Hikaru, depuis que Daigo et Shinatsu ont perdu leurs compétences uniques, leurs souvenirs sont devenus de plus en plus flous. N'en parle pas devant Shizuka, par contre. Elle s'inquiète. Compris, je suis muette. Bien que j'y ai été forcée, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de responsabilité pour la perte de leurs compétences uniques. Shizuka était tellement déprimée et stressée que la moindre chose pouvait la faire chavirer et la transformer en seigneur démon, il fallait donc éviter toute déclaration inutile. Shizuka va bien? Oui, elle va bien. Elle a dit qu'elle voulait un chien, alors j'en ai parlé à Seth et je lui ai offert un adorable chiot. Elle travaille dur pour s'occuper du chiot et se consacrer à ses activités créatives. J'imaginais qu'elle n'aurait pas le temps de s'inquiéter si elle était occupée par autre chose. Va la voir. Elle n'a pas le droit de sortir d'ici tant que Daigo et Shinatsu ne se seront pas habitués à être ici, alors je suis la seule personne qu'elle voit vraiment. D'accord, je vais lui rendre visite. Nous avons pris la calèche d'Hikaru jusqu'au manoir du duc Mitsukuni. J'ai lancé le sort, champ secret, pour que le chauffeur ne nous entende pas tandis que nous poursuivions notre conversation. Avez-vous des nouvelles du groupe de Labyrinth City? Ils participent régulièrement à des camps d'entraînement. Karina et Zena ont atteint le niveau 40. Adine et les autres sœurs sont presque au niveau 40. C'est incroyable. C'était incroyable que Zena, qui avait suivi un entraînement de soldats magiques à Serious City, et Karina, que j'avais rencontrée dans le comté de Muno et qui n'avait suivi qu'un entraînement direct après cela, ait atteint le niveau 40. Pour Karina, c'était quand même impressionnant, même si elle était renforcée par l'objet d'intelligence Raka. J'ai tenu à mentionner les progrès des sœurs Anana. Kajiro approche le niveau 50. Ayome, Irunia et Jenna ont dépassé le niveau 30. Quant aux enfants Pandra, celui qui a le niveau le plus élevé approche la trentaine, je suppose? Kajiro, un samouraï de l'Empire Saga qui enseignait à l'école des explorateurs du labyrinthe dans la cité fortifiée de Selivra, les ninjas Ayome, Irunia et Jenna, anciennes enseignantes et anciennes exploratrices du labyrinthe, et enfin les enfants Pandra, diplômés de l'école des explorateurs du labyrinthe, faisaient tous de leur mieux. La calèche arriva bientôt au manoir, et j'ai apprécié d'entendre parler de leurs activités. Je ne voulais pas que d'étranges rumeurs circulent sur Hikaru, alors j'ai utilisé ma compétence « transformation rapide » pour me transformer en une marchande ressemblant à Hikaru avant de nous diriger vers sa chambre. L'Okoché fut surpris, mais je l'ai ignoré. Si le déguisement ressemblait à Hikaru, c'était parce que je n'avais que le masque féminin que j'avais utilisé pour me déguiser en héros sans nom,
et que je l'avais fait ressembler à Hikaru à l'époque. Ça me rappelle que j'ai oublié de dire. Alors que nous nous dirigions vers la cachette, Hikaru m'a ensuite annoncé que Monsieur Gwen et sa bande d'esclaves prisonniers étaient partis pour le pays d'Azur. Sa femme et ses filles séjourneraient dans un autre manoir pour leur sécurité. La prochaine fois, puis-je appeler Ciel? Ciel, un dragon du ciel. Ça ne me dérange pas, mais je demanderais que ce soit juste un avatar et non la vraie créature. Ah, bien sûr. Si la vraie créature venait ici, elle emporterait tous les arbres avec elle. Ce serait une sacrée situation. Les dragons du ciel étaient énormes. Nous avons longé une fontaine en nous dirigeant vers la maison de Shizuka. Savez-vous où vivent les dragons blancs? Des dragons blancs? J'en ai vu un adulte au nord de l'Empire Saga, à l'époque où j'étais aventurier. Il y en avait beaucoup dans la vallée des dragons, alors je suis sûr que vous pourriez en trouver d'autres si vous cherchiez. Dommage, j'ai deviné que dire « dragon blanc » ne suffisait pas à cerner ce que je voulais dire. Nous sommes arrivés chez Shizuka en discutant. Hikaru a sonné. On a entendu des pas à l'ouverture de la porte. Hikaru, regarde, ma dernière création. En entendant la voix joyeuse et aiguë, j'ai aperçu un manuscrit représentant deux hommes nus enlacés. Ouais, BL. Shizuka, range-le. Hein? Ouah, Monsieur Satou? Comprenant à qui elle avait fièrement montré son manuscrit, Hikaru s'est empressé de le cacher derrière son dos. J'avais l'impression qu'il était un peu tard pour le faire maintenant. Shizuka, cache-toi, Ichiru. Ah, il détourne déjà le regard. Bon instinct. Ma compétence, conscience spatiale, m'a alerté sur Shizuka, qui s'était précipitée dehors en sous-vêtements seulement, et qui tournait maintenant frénétiquement sur elle-même, paniquée. Je suis désolée de t'avoir montré quelque chose de si grossier que ce n'est pas le bon manuscrit, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas dur. Je ne voulais juste pas me changer et j'ai oublié que je ne portais pas de vêtements. Désolée pour ça, s'il vous plaît. Ne vous méprenez pas, je dessine des personnages nus, alors je me suis retrouvée nue moi-même. De quoi je parle? Je ne sais pas, c'est tout un malentendu. Shizuka s'est excusée, sans même reprendre son souffle. J'ai eu du mal à entendre ce qu'elle avait dit. Shizuka, ça va t'habiller. Je parie que tu as travaillé tout ce temps et que tu as oublié de prendre ton petit déjeuner. J'ai mangé correctement. Ce sont des conserves, mais au moins, je nourris Wanta avec de la vraie nourriture. J'ai remarqué que Shizuka boudait comme une enfant en parlant à Hikaru. Je suis restée sur le pas de la porte, écoutant leur conversation en attendant que Shizuka se change. J'ai remarqué un chiot trottant vers moi et me léchant la main. On aurait dit un chihuahua à poils longs. Tandis que j'attendais, caressant la fourrure du chiot qui se frottait contre ma main, j'ai entendu des bruits qui semblaient indiquer qu'ils avaient commencé à ranger la maison. Tu as besoin d'aide? On va bien, ne t'inquiète pas pour nous. On ne sera pas long. Ah, Ichiru doit attendre dehors encore un peu. J'étais plutôt douée pour ranger les chambres sales, je me souvenais que la chambre d'Hikaru était particulièrement en désordre. Attendre ne me dérangeait pas. Le temps filait tandis que je jouais à la balle avec le chiot Wanta. J'ai invité Hikaru et Shizuka à dîner dans la chambre fraîchement nettoyée, et j'ai même préparé de la nourriture pour chiot pour Wanta. Avant de partir, j'ai demandé un doujinshi à offrir à Arisa, mais on m'a fait promettre de ne pas l'ouvrir. Heureusement pour elle, elle n'avait pas à s'inquiéter, je n'avais aucune envie d'y jeter un œil. De retour à Arcacia, j'ai parlé du souvenir à Arisa par téléphone. Elle était ravie et voulait le lire immédiatement, alors je l'ai envoyé par magie de transfert de matière. Il semblerait que Lisa et Mia aient demandé à Arisa de ne pas le lire près de Pochi, Tama et Nana, pour ne pas leur apprendre des choses auxquelles elle n'était pas prête. Elle pourrait en profiter plus tard.